Messieurs, chers adhérents, chers amis, bienvenue. Il est 10 heures. Je vous propose donc de débuter gentiment ce webinaire. Mon nom est Céline Pizzotti. Je suis responsable des manifestations à l'Office franco-allemand pour la transition énergétique et ravie de vous accueillir ce matin au nom de toute l'équipe de l'Office. Nous espérons que vous allez bien, que vous avez bien commencé cette journée. Nous sommes ensemble ce matin pendant 1 heure environ pour vous donner un aperçu de la politique énergétique et climatique de l'Allemagne. Alors, quelles sont les évolutions récentes des différentes filières renouvelables en termes de volume et de prix? Quels mécanismes régissent actuellement leur soutien et leur développement? Mais aussi, quelles sont les évolutions actuelles en termes de cadre réglementaire et d'objectifs? Ce sont les sujets que Sven Rössner, directeur de l'Office franco-allemand pour la transition énergétique, va nous présenter dans quelques instants. Alors j'en profite aussi pour indiquer que nous ferons un webinaire similaire dans 1 semaine exactement sur la situation de la France en termes de politique énergétique et climatique. Donc un webinaire en allemand, cette fois-ci destiné à notre public germanophone. Le support de présentation d'aujourd'hui est d'ores et déjà disponible sur notre site internet. Je vous ai mis le lien dans le chat de GoToWebinar. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Et puis ce baromètre de la transition énergétique en Allemagne est l'une des nombreuses publications rédigées par nos équipes et mise à disposition de nos adhérents. Donc si vous souhaitez prendre connaissance de toutes nos activités, du reste de nos publications ou même voir la liste des plus de 250 adhérents qui font partie du réseau de l'OFATE, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre site. Alors j'en reviens à notre webinaire de ce matin avec 2 infos techniques. Si vous deviez d'aventure avoir un petit souci de connexion, vous pourriez simplement quitter le webinaire et revenir en cliquant sur le lien de connexion que vous avez reçu. Et puis, concernant les questions qui pourraient arriver pendant le webinaire, donc n'hésitez pas à utiliser le module de questions de GoToWebinar pour nous les envoyer. Et nous allons les rassembler et je les poserai à Sven Rössner en fin de présentation. Mais n'attendez pas à la fin pour nous les envoyer. Voilà, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir Sven Rössner et de lui passer la parole pour ce baromètre de la transition énergétique en Allemagne. Bonjour Sven et bon webinaire à tous. Bonjour Céline, merci pour cette introduction. Bonjour tout le monde. J'espère que vous et vos proches vont bien. Nous allons prendre le temps aujourd'hui de faire une petite rétrospective sur 2020, qui était bien sûr une année très particulière pour tout le monde et le secteur de l'énergie en particulier. Nous allons commencer avec un regard sur la situation sur les marchés. Je pense qu'on peut passer à la slide prochaine, voire avancer 2 slides, par 3. Donc nous allons regarder d'abord le cadre général de la politique énergétique et climatique en Allemagne et la situation dans les systèmes électriques et sur les marchés pour regarder par la suite un peu plus en profondeur la situation dans les différentes filières renouvelables. Avec ça, on va avancer. D'abord, hier nous l'avons vu que le Parlement européen a finalement validé l'objectif de baisser les émissions CO2 par rapport à 1990 de 55%. Ici, nous voyons la situation en Allemagne sur les années depuis 1990 et nous voyons donc que l'énergie a presque su réduire ses émissions d'une moitié par rapport à la valeur référence de 1990
et c'est sans doute le secteur qui était le plus émittant à ce moment-là, qui était en Allemagne aussi le moment de la réunification, quand il y a eu beaucoup de vieilles centrales charbon qui ont intégré le système allemand. Mais tout compte fait, la réduction des émissions CO2 reste la plus remarquable par rapport aux autres secteurs. Si nous regardons par exemple la brique jaune, celle des transports, nous voyons que très peu de choses se sont faites depuis. Nous voyons donc que si nous parlons aujourd'hui de la transition énergétique, surtout électrique, il ne faut pas oublier qu'une grande partie du travail reste également à faire dans les autres secteurs. Cela va se faire largement par une électrification des usages aussi. Donc, si nous regardons le mix électrique, par exemple, de l'Allemagne d'aujourd'hui et les objectifs de raccordement pour les renouvelables, il ne faut pas oublier que en 2050, essentiellement, l'ensemble des usages sera directement ou indirectement électrifié, ce qui augmente bien sûr les exigences au niveau du développement de nouvelles capacités pour les renouvelables essentiellement. Et on peut avancer, je pense, d'une slide. Oui, donc là, on a un récap sur les différents objectifs de la politique fédérale. Cela rappelle donc le chemin ou la trajectoire pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tous secteurs confondus. Dans la ligne blanche, nous voyons la trajectoire pour le développement des énergies renouvelables. Une fois, comme je disais, donc si on regarde l'énergie comme un ensemble des différents usages aujourd'hui, l'objectif actuel est d'arriver à 60% dans la consommation finale, donc en 2050. Et pour la partie électrique, les renouvelables vont devoir remplir 80%. Ça veut dire qu'il y aura toujours 20% à ce moment-là, en tout cas dans la feuille de route actuelle, d'autres technologies, par exemple des centrales à gaz qui vont servir comme technologie d'appui et le bilan carbone doit bien sûr être neutre en 2050. Donc ces technologies-là vont également devoir faire appel à des concepts comme le stockage de CO2 par exemple. Sur l'efficacité énergétique, bien sûr, si nous nous rappelons que tout sera électrique et l'Allemagne a actuellement une consommation globale d'environ 600 TWh par an et une capacité estimée d'installer des énergies renouvelables pour 900 TWh, cela met un accent sur l'efficacité énergétique, donc qui doit drastiquement être augmentée dans les années à venir. Aujourd'hui, on peut considérer que l'essentiel du parc immobilier existant n'est pas encore efficace. Donc là, on parle de bâtiments industriels, commerciaux et également pour les particuliers. Et une très grande partie, on va dire 3/4 à 80% de ce parc immobilier sera toujours utilisé en 2050. Donc cela émet donc un signal très clair qu'il va falloir faire beaucoup plus au niveau de l'efficacité énergétique pour rendre les objectifs pour l'électrique atteignables, de remplir la demande comme il faut et à tout instant. On peut avancer.
Ici, on peut regarder un peu la même chose sur des courbes. C'est peut-être un peu plus facile de comprendre. Donc, en bas, sur la courbe grise, on voit que l'Allemagne souhaite donc arriver à une baisse de la consommation d'énergie primaire de 12,8% en 2020. Cet objectif a été atteint, mais sous des conditions un peu particulières, comme nous allons voir dans un instant sur la volatilité des marchés électriques l'année passée. Et nous voyons d'un autre côté que au niveau de l'électricité, l'Allemagne est d'ores et déjà au-dessus de ses objectifs en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables surtout. L'écart est par contre pour l'instant plus important pour la chaleur et surtout pour les transports où voilà, un effort considérable sera nécessaire dans les années à venir pour rattraper le retard. On peut continuer. Donc, on va peut-être pas tout lire ici sur ce slide qui est assez plein, mais vous avez la possibilité, bien sûr, de télécharger par la suite cette présentation de notre site web. La mesure législative phare de ces dernières années était la loi EEG 2021. Donc, c'était une refonte du texte ou une des nombreuses refontes de ce texte depuis son introduction en 2000. Cette refonte a été faite pour plusieurs raisons. La première était de la mettre en cohérence avec les objectifs européens pour la politique climatique. Donc, nous voyons donc ici à nouveau les 65% d'énergie renouvelable dans le mix électrique en 2030, avec des objectifs par filière pour l'éolien, donc à ce moment de 2030 de 71 gigawatts installés pour l'éolien terrestre et après 20 gigawatts pour l'éolien en mer. 100 gigawatts pour le photovoltaïque, donc qui est actuellement la filière qui avance le plus vite. Et pour la biomasse, on verra par contre plutôt une baisse des capacités raccordées où on cible une valeur de 8 gigawatts et demi environ. Cette loi, elle contient comme objectif rigide la neutralité carbone avant 2050. Donc, le système électrique à ce moment-là doit être capable de fonctionner en neutralité carbone. Et si le système électrique contient des parties qui émettent du CO2, une solution de stockage doit donc être trouvée. Nous allons parler tout à l'heure probablement également des évolutions depuis le vote sur cette loi et la réponse de la Commission européenne. On va peut-être pas aller en détail sur ce point maintenant. Par contre, une chose remarquable quand même que contient cette loi, c'est l'introduction de ce Südbonus, donc le bonus pour les installations éoliennes dans le sud. Ça veut dire une partie des capacités éoliennes qui seront donc accordées lors des appels d'offres et réservées pour les centrales éoliennes qui seront installées dans le sud. Vous avez sans doute connaissance de ce dilemme en Allemagne que une grande partie des énergies renouvelables est produite actuellement dans le nord et la consommation est là traditionnellement
lieu dans le sud. Et donc, ce Südbonus cible à atténuer un peu cet effet et d'encourager à plus de projets dans le sud d'être accordés. Voilà, on peut peut-être avancer. Voilà, donc là, ça reprend un peu, ça fait la synthèse d'autres textes. Il y a eu la commission Charbon qui prévoit donc la sortie de l'Allemagne du charbon entre 2035 et 2038. Cette approche a été élaborée par une commission où toutes les parties prenantes, donc pas seulement le secteur électrique, mais également des parties prenantes sur place dans les bassins d'emploi étaient présentes, les syndicats et également les associations environnementales, pour élaborer ensemble un concept pour la sortie du charbon qui permet de conserver les emplois, l'installation de nouvelles industries, nouveaux emplois dans ces bassins d'emploi qui sont essentiellement dans l'est de l'Allemagne, pour pouvoir par la suite donc assurer également une acceptabilité locale pour cette sortie du charbon. Le grand chantier actuel reste bien sûr le renforcement du réseau de transport, et différents textes sont actuellement dans différentes instances dans la politique pour accélérer cela. Donc les lignes seront désormais, les nouvelles lignes seront désormais toutes enterrées, ce qui prend bien sûr plus de temps pour la mise en œuvre, mais qui a un impact positif sur l'acceptabilité sur place. L'Allemagne a également, le 1er janvier, introduit son prix CO2 pour le non-ETS, comparable à la taxe carbone en France. Donc cela va démarrer une migration de différents usages dans l'industrie qui sont aujourd'hui carbonés vers une utilisation de l'électricité. Donc vous avez sans doute beaucoup entendu parler d'hydrogène en France comme en Allemagne, et donc tout ça peut être vu également dans ce contexte pour permettre aux industriels de passer à des processus décarbonés. Une autre règle qui a été introduite, c'était la suppression du plafond qui était initialement prévu pour le photovoltaïque de 52 gigawatts pour le soutien. Donc à partir de 52 gigawatts raccordés, le soutien aurait pris fin pour de nouvelles installations. Cela a été supprimé. Et donc, il y a désormais plus de plafond pour le photovoltaïque. Et pour la première fois en 2020, l'État a donc pris en charge une partie du soutien aux renouvelables. En Allemagne, nous allons regarder ça aussi en détail dans un instant, l'essentiel des installations fonctionne sur un régime comparable au complément de rémunération français, et donc qui comble en fait l'écart entre une valeur référence et le prix d'électricité moyen par mois pour une technologie, et forcément avec des prix négatifs et ou très faibles l'année passée au printemps. Cette aide aux renouvelables a, je ne veux pas dire explosé, mais fortement augmenté, et donc pour la première fois, une partie de ce soutien a été pris en charge par les caisses de l'État. Sinon, c'est une surcharge sur le prix de l'électricité et donc pas une taxe, et doit donc pas être validée par le Parlement fédéral. On va continuer, je pense, pour se dépêcher un peu. Donc voilà, le marché de l'électricité. En 2020, on voit une forte progression des énergies renouvelables. Ce n'est pas une surprise si on voit l'évolution, ou si on regarde les courbes des prix dans un instant, parce que bien sûr, comme le nucléaire également, les énergies renouvelables ont un coût marginal qui est proche de zéro.
et c'est ce coût marginal qui est la valeur déterminante pour le prix de l'électricité à la bourse. Et c'est donc pour cette raison que les technologies carbonées, le charbon et bien sûr encore plus le gaz naturel ont vu leur part de marché l'année dernière diminuer. Donc il est difficile de prendre l'année ou de situer l'année 2020 sur des courbes parce qu'à cause du Covid-19, il y a eu des effets pas très typiques dans la génération des prix et donc il ne faut pas voir ça comme une année représentative ou tirer des conclusions sur l'avenir par rapport à ces chiffres. On va continuer. Donc je pense qu'on va continuer directement sur cela. Donc là, on a pris des valeurs pour 2019 parce que ça nous a semblé, comme je disais, plus représentatif pour l'activité sur les interconnecteurs du réseau de transport. Là, on voit donc les importations et les exportations du système allemand. Où on voit donc par pays après les différentes flux. Donc on voit par exemple que en somme l'Allemagne est net exportateur d'électricité sur l'année, mais l'image, si on prenait chaque quart d'heure sur l'année un par un, une par une plutôt, on verrait sans doute des barres très différentes ou des longueurs de barres très différentes. Mais en tout, on peut dire qu'aujourd'hui, la production de l'Allemagne est excédentaire sur l'année et l'Allemagne exporte donc surtout vers l'Autriche et après le deuxième pays est déjà la France qui consomme donc de l'électricité générée en Allemagne et avant donc les Pays-Bas et le Danemark. Et ce qui est là quand même intéressant, c'est qu'on voit que les exportations, même si les excédents de production ont surtout lieu dans le nord de l'Allemagne, que les exports les plus forts ont lieu dans le sud de l'Allemagne en fait, où on imagine peut-être plutôt le contraire. Par contre, si on regarde les barres violettes, les importations, on voit que le premier partenaire là, dans ce cas-là, est la France. Donc suivi par la Suisse qui, avec l'Autriche, est un peu si on veut, le château d'eau de l'Allemagne, avec des steppes, par exemple, qui sont installés dans les Alpes qui ont été construits par des énergéticiens allemands dans les années 50 et 60 qui servent aussi pour fournir de la flexibilité à travers les interconnecteurs. Et avec ça, on va continuer. Là, on voit ici encore en détail une répartition des différentes capacités installées par technologie. Donc, on voit là, surtout dans la partie fossile, qu'il y a une diminution assez importante pour certains. Il est bien sûr difficile aujourd'hui de comparer la capacité installée par technologie parce que on sait également que ce qui est vraiment important dans ce cas-là, c'est le facteur de charge par technologie. Mais si nous regardons ça, on voit que la tendance pour les fossiles est plutôt vers la baisse. Elle va continuer également. On voit dans le nucléaire également que la sortie du nucléaire, elle a progressé. Elle prendra fin l'année prochaine avec la sortie finale de l'Allemagne du nucléaire civil en Allemagne. Et on voit également une baisse pour l'hydraulique, qui est surtout due au fait qu'il y a de moins en moins de pluie, bien sûr, et donc les fleuves portent de moins en moins d'eau. Pour les renouvelables, on voit une progression, une forte progression, surtout dans l'éolien en mer, qui
Et parmi les grandes technologies renouvelables, la plus jeune aussi, donc qui peut plus facilement également progresser. On verra ça en détail dans un instant. On va continuer. Et là, voilà donc le fait peut-être le plus remarquable l'année passée, qui nous a fait réfléchir aussi beaucoup sur l'avenir du soutien des renouvelables. Donc on voit ce dip du prix électrique de gros en printemps 2020 dû au Covid où l'industrie elle a tourné à un très bas régime et elle consomme plus que la moitié de l'électricité en Allemagne. Et cela a eu un impact bien sûr aussi sur les prix des renouvelables. On voit donc si on compare ça aux années précédentes que cette baisse elle est assez atypique dans son envergure. Par contre, nous pensons également que vu que les prix d'électricité sont surtout formés par les coûts marginaux des technologies et on a vu en premier le charbon et le gaz sortir qui a donc rendu possible cette très forte baisse du prix que dans l'avenir avec des systèmes électriques avec une très forte saturation de technologies bas carbone. Donc pour la France, ce serait la même chose si l'essentiel de l'électricité serait vendu sur le marché électrique de gros. Donc le nucléaire également, aussi bien que l'éolien et le photovoltaïque. Il faut s'attendre à que ce que nous voyons dans le printemps 2020, là, pourrait être une réalité d'ici 15 à 20 ans. Donc cela veut également dire bien sûr qu'il faut réfléchir comment de nouvelles centrales peuvent être financées dans l'avenir. Ce ne serait pas possible de se financer au marché, c'est clair, pour des technologies qui sont très fortes en CAPEX. Donc ça c'est sans doute un des grands défis pour les années à venir de trouver des concepts qui conviennent qui assure la construction de nouvelles capacités pour des technologies bas carbone. On va continuer. Voilà, ici un split des différents secteurs dans le prix d'électricité. En Allemagne, on voit que pour les consommateurs finaux dans le résidentiel, le prix il est à peu près le double de ce qui est la moyenne du marché en France. Et on voit que ce n'est pas nécessairement la fourniture qui pèse très lourd, mais ce sont différentes charges qui sont ajoutées à cela. On voit ici aussi que en Allemagne, par exemple, l'industrie lourde, énergivore, participe seulement avec une petite partie au financement de renforcement du réseau et des renouvelables. Là, on n'a pas de barre qui pour les centres d'entreprise les plus énergivores qui participent pas au financement des énergies renouvelables, donc qui ont un prix d'électricité final qui est encore plus faible que les 16,54 centimes par kilowattheure. Et cette situation, surtout pour le résidentiel, avec une forte partie sur le prélèvement égué, elle risque de durer encore une dizaine d'années quand on verra la sortie de 3 années de raccordement de photovoltaïque de 7,5 gigas chaque qui ont bénéficié ou qui bénéficient toujours de tarifs très intéressants et le gouvernement fédéral a fait le choix de conserver ces tarifs importants au contraire de ce qu'a donc décidé le gouvernement français l'année passée pour ne pas fragiliser la volonté des investisseurs de investir dans des parcs renouvelables en Allemagne. On peut continuer.
Là, on voit un récap sur l'évolution des capacités, mais je pense, vu le temps, on va peut-être avancer pour parler maintenant des technologies une par une. Les énergies éoliennes, d'abord terrestres, on peut avancer. Donc là, on voit un breakdown des capacités installées et on voit une fracture ou une cassure assez nette de la conjoncture à partir de 2017. C'était le moment auquel le gouvernement a introduit un système d'appel d'offres sous l'impulsion de la Commission européenne, qui a mis fin à donc une quinzaine d'années d'une conjoncture assez solide et cohérente. Et depuis, on constate quand même que le secteur a du mal à reprendre, à s'adapter à ces nouvelles règles et de renouer avec la dynamique ante 2017. Donc la capacité, elle progresse plus aussi fort qu'avant. Donc actuellement, on a en Allemagne une capacité installée par turbine en moyenne de 3,5 mégas, mais ça on va regarder en détail dans un instant aussi, la tendance au niveau des machines. On peut avancer. Ici on va à une répartition sur le territoire fédéral avec, comme je le disais tout à l'heure, une relativement forte polarité des installations dans le nord de l'Allemagne, donc surtout en Basse-Saxe, dans le Schleswig-Holstein et le Brandenbourg, un peu moins dans le Mecklenburg-Vorpommern. Et par contre, on voit donc dans le sud, dans le Baden-Württemberg et la Bavière, surtout une densité beaucoup moins importante des installations. C'est une question de densité de population, bien sûr. C'est aussi une question de vent. Dans les appels d'offres, bien sûr, les meilleurs sites sont favorisés parce que c'est plus rentable d'exploiter une éolienne à ces endroits pour le même capex. Et donc là, dans les 10 années passées, le gouvernement fédéral a testé différents dispositifs pour introduire une sorte de discrimination positive pour l'éolien dans le sud de l'Allemagne, qui permettrait donc une répartition un peu plus équilibrée. On va parler de ça dans un instant également, on va avancer. Donc, dans l'éolien, on peut dire l'essentiel ou la totalité en fait du soutien se passe aujourd'hui par des appels d'offres et un complément de rémunération. Depuis 2017, le complément de rémunération en Allemagne a été introduit en 2012 sans aucun problème, mais c'est donc plutôt à partir de l'introduction des appels d'offres que les choses se sont gâtées un peu. En dessous de 750 kW, on est plutôt dans l'ordre des installations, on va dire de hobby peut-être plutôt. Donc les plus petites éoliennes sur le marché sont plus grandes que 750 kg. Donc tout se passe dans ce segment. On peut continuer. Là, on voit donc la situation dans les appels d'offres. Comme je disais, donc en 2017, c'était une année charnière où les appels d'offres ont été introduits à cette époque avec une composante qui favorisait des projets citoyens. Les citoyens ont financé à peu près la moitié des capacités installées en Allemagne jusqu'à présent. Donc le gouvernement fédéral voulait conserver ça, ce qui a aussi assuré une assez forte acceptabilité sur place, mais il a peiné à trouver la bonne formule pour l'instant dans les appels d'offres pour favoriser les projets citoyens. Ça veut dire qu'en 2017, l'ensemble des parcs a été accordé à des projets soi-disant citoyens. Cela a complètement bouleversé la compétition
Et depuis, il y a donc un moratoire sur cette clause de discrimination positive pour les projets citoyens. Et depuis, on voit quand même que la conjoncture a nettement baissé et en fonction, bien sûr, les prix ont augmenté pour la rémunération de l'éolien terrestre avec la plupart des rondes d'appels d'offres qui n'étaient pas remplis en fait. On peut continuer. Et donc là, on voit encore en détail la même situation pour 2020. Les tendances sont claires que il y a plus d'appels d'offres qui ne sont pas remplis. Avec certains qui sont remplis, on voit un léger retour des projets citoyens, mais pour l'instant, le gouvernement fédéral n'a pas encore présenté une nouvelle approche envers les projets citoyens. Et comme benchmark, peut-être, on peut là avoir une moyenne autour de 60 euros, de 60 euros par mégawattheure injecté pour l'éolien terrestre. Ok. Alors là, je pense qu'il y a essentiellement des choses que j'avais déjà présentées. On va peut-être avancer sur l'éolien en mer ou l'ensemble des capacités, bien sûr, également sur appel d'offres avec complément de rémunération. Bien sûr que le plus petit parc offshore, il est nettement plus grand que 750 kg. Donc, oui, on peut avancer. Donc, on voit ici l'avancement de l'éolien en mer en Allemagne avec les premières installations qui datent de 2010. C'était plutôt dans l'ordre de l'expérimental. Ça a vraiment commencé en 2014 avec une première grande année en 2015 et on voit depuis que les différents raccordements oscillent autour de 4 gigawatts par an. L'année passée, c'était un peu moins, surtout aussi parce qu'il était compliqué de mener des travaux en mer pour installer. On peut continuer. Et on voit ici que depuis donc les débuts, que les capacités installées, surtout par turbine, ont beaucoup progressé. Les premiers parcs étaient équipés de turbines de 3 ou 4 mégawatts et maintenant la moyenne installée l'année passée, elle est donc presque de 7 mégawatts pardon. Et on voit également arriver maintenant des turbines qui vont vers les 10 voire 12 mégawatts. Ce qui bien sûr permet de réduire les capex drastiquement pour les parcs éoliens offshore parce qu'il y a moins de mains à planter, etc. Ce qui fait l'essentiel du coût. On voit par contre également une forte augmentation de la distance avec la côte qui est beaucoup plus courte que ligne côtière, qui est beaucoup plus courte que celle de la France. Donc il va falloir très vite maintenant aller aussi plus vers le large pour installer ces éoliennes et ramener avec des câbles de haute tension en DC l'électricité sur le continent. On continue. Là, c'est un breakdown des différentes capacités qui vont arriver. Je pense que ça, si ça vous intéresse, vous pouvez consulter ça dans la présentation après l'avoir téléchargé sur notre site. On peut continuer. Voilà, donc le gouvernement allemand, il a augmenté ses objectifs pour l'éolien offshore, qui se développe très bien actuellement, donc comme on l'a vu. Par contre, en comparaison avec les autres technologies, la baisse des bids lors des appels d'offres a été beaucoup plus rapide. Donc là, on parle plutôt d'une situation où les opérateurs peuvent injecter à un prix en dessous du marché spot.
Donc il y a différentes hypothèses qui ont été mises en avant comment organiser les appels d'offres dans l'avenir si l'opérateur doit en fait céder de l'argent à l'État ou si on veut travailler avec un contract for difference. Voilà. Donc il y a différentes hypothèses. On va bien sûr vous informer sur ces évolutions dès qu'il y a quelque chose de tangible à transmettre. Ok, on peut continuer. Et donc là, on voit juste encore une fois la production électrique qui a eu lieu. Et elle était donc dans le premier semestre 2020 avec les nouvelles capacités installées plus fortes que dans les semestres comparables dans les années précédentes, bien sûr. On peut continuer pour arriver au solaire photovoltaïque. Oui, prochain slide, s'il te plaît, Audrey. Donc là, on voit qu'il y a un segment en dessous de 100 kg qui fonctionne toujours en tarif d'achat, sans appel d'offres. Après, on a une plage entre 100 kg et 750 kg, donc plutôt des installations en toiture qui fonctionnent avec un guichet ouvert et tarif d'achat. Et il y a maintenant, depuis l'année passée, une nouvelle possibilité, c'est de participer avec des centrales plus grands que 300 kW à des appels d'offres et puis des appels d'offres avec complément de rémunération au-dessus de 750 kW installés. On continue. Là, des moyennes pour les tarifs d'achat pour les différents segments. Donc on voit quand même que c'est très compétitif, même pour les petites centrales. On parle aujourd'hui on est en dessous de 80 € par mégawattheure injecté. Si nous regardons les grandes centrales au sol, on est à 64 €, ce qui est maintenant donc ce qui fait du photovoltaïque maintenant la technologie la plus compétitive parmi les renouvelables en Allemagne, à côté de l'éolien offshore. On continue. Ici également une petite courbe qui fait le récap sur les différents niveaux dans les appels d'offres. Et donc on voit que là on s'oriente vers si on fait une pondération des différents prix, surtout pour du très grand photovoltaïque en Allemagne, on arrive maintenant à des niveaux proches de 50 € par mégawattheure. La raison pour laquelle cette courbe elle a pu baisser autant depuis 2017, c'était l'ouverture de certaines parties des terrains agricoles au photovoltaïque, qui a amené donc à une forte baisse. Donc les personnes qui travaillent dans le photovoltaïque en France savent que actuellement la situation elle est bien sûr telle que il est compliqué de construire en dehors des terrains agricoles parce qu'il y a plus autant de déchetterie, etc. À utiliser. C'était la même chose en Allemagne avant 2017 et donc depuis l'ouverture d'une partie du terrain agricole, les prix ont fortement baissé. On peut continuer. Là, on voit la puissance cumulée pour les installations du photovoltaïque. Donc, on voit qu'il y a une croissance assez organique, on va dire, et durable. On peut continuer, je pense. Et on voit ici que, en fait, où il y a aujourd'hui une belle dynamique, c'est donc dans des très grandes centrales et dans des petites centrales. Le segment qui a plus de mal actuellement, ce sont des grandes centrales en toiture, mais plusieurs régions en Allemagne ont introduit une obligation à l'installation du photovoltaïque sur tous les nouveaux bâtiments qui ne sont pas résidentiels.
ce qui va donc sans doute avoir un impact positif sur cette courbe pour les années à venir. On va continuer. Là, une répartition également. Ici, en comparaison avec l'éolien, on voit que la ressource climatique, elle est pas aussi importante par rapport à l'implantation. On voit ici surtout la densité de population qui joue un rôle, avec notamment le Brandenburg, le Mecklenburg-Vorpommern et le Saxe-Anhalt en première ligne des capacités installées. Ce sont des régions plutôt au nord de l'Allemagne, où il y a donc plus de photovoltaïque que par exemple dans le Bade-Württemberg ou la Bavière, qui sont les régions du sud. On peut continuer. Et donc, ouais, je pense que ça c'est intéressant peut-être juste pour regarder la valeur de 2019 et 2020, où on voit donc que le photovoltaïque a contribué avec une valeur autour de 50 TWh au mix électrique, qui fait donc de lui aujourd'hui la deuxième source renouvelable en Allemagne. On continue. Et donc là aussi, un récap, je regarde l'heure, la journée est un peu en retard, donc je pense qu'on va juste passer aux bioénergies. Très bien. Et le reste, on peut faire dans les questions si nécessaire. Donc, la biomasse en Allemagne, elle a connu une belle dynamique, surtout avant 2014, surtout avec le biogaz qui était utilisé en cogénération. Depuis, l'Allemagne a décidé de se concentrer plus sur les énergies renouvelables stochastiques, donc l'éolien et le photovoltaïque, où la baisse des coûts, elle était beaucoup plus nette que pour le biogaz. Donc on voit depuis, on verra ça dans un instant sur la courbe également, une progression beaucoup moins rapide des nouvelles installations. La loi EEG 2021, elle contient pas un coup de boost pour ces technologies, des objectifs qui restent relativement stables par rapport à l'année passée, et nous avons vu récemment que en France, on parle souvent du maïs et on parle du biogaz en Allemagne, et le quota du maïs a été maintenant baissé à 40% maximum pour les fermenteurs. Ce qui était donc une baisse beaucoup plus rapide qu'initialement prévue pour l'utilisation du maïs. Peut-être on peut continuer. Au contraire de la France, l'Allemagne table pour l'instant plutôt sur la cogénération pour avoir une technologie qui peut apporter de la flexibilité au système électrique, mais on voit qu'il y a des sources de flexibilité qui sont beaucoup plus compétitives au niveau du coût aujourd'hui que le kilowattheure acheté du biogaz, qui est quand même relativement important en comparaison avec déjà au niveau de la génération, et après peut-être moins intéressant sur les capacités d'être pilotable en comparaison avec par exemple des batteries ou d'autres technologies de stockage. On peut continuer. Là, une répartition géographique, on voit en comparaison avec la France que donc la génération de biométhane est plutôt dans les villes, à Hambourg et à Berlin. Donc c'est un sujet de recyclage à ce moment-là, et on voit par contre après dans les régions plus rurales que c'est la cogénération biogaz qui est pour l'instant largement dominante. OK. Et donc ici, ça illustre ce que je viens de dire, que donc depuis 2014, on voit plus de progression dans les capacités installées. On peut continuer. Et donc, vu que les capacités installées stagnent, bien sûr aussi la génération d'électricité. On peut continuer.
Donc on voit ici pour 2020 que le raccordement de nouvelles centrales reste également assez dans l'ordre du détail par rapport aux années précédentes. Ok, et c'était pour l'instant tout ce qu'on voulait vous présenter et je serais très curieux de découvrir vos questions. Céline, avons-nous des questions? Je mets ma caméra également. Oui, merci déjà beaucoup Sven pour ce panorama des filières renouvelables en Allemagne et leur récente évolution. Donc je rappelle, si vous la cherchez, que le support de présentation d'aujourd'hui est déjà disponible sur notre site, sur le webinaire, sur la page donc du site internet dédié à ce webinaire. Et puis, en ce qui concerne les questions, donc déjà, je remercie les participants qui nous ont transmis leurs premières questions. Il y a deux, trois choses intéressantes, mais n'hésitez pas à continuer à nous envoyer quelques-unes puisque nous avons encore une dizaine de minutes pour en parler ensemble. Alors, la première question concerne un petit peu la politique de l'Allemagne dans ces prochaines années par rapport à l'impact de la sortie du nucléaire d'ici fin 2022 en termes de réorganisation du mix de production. Et puis, c'est un double objectif puisqu'il faut tenir compte également de la réduction prévue des émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, on se demande quelle sera la partie du charbon dans le mix. Est-ce que les énergies renouvelables pourront répondre à cette augmentation de la demande en électricité? Bon, là, il faut séparer différents sujets, je pense. Si on parle des dernières tranches nucléaires qui vont cesser d'injecter en 2022, je pense qu'aujourd'hui, on a vu que la production allemande sur l'année, elle est excédentaire. Donc, avec des installations supplémentaires. Là, on parle de 10% du mix sur l'année. Ça, c'est dans l'ordre du possible. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Par contre, bien sûr, une autre question, c'est après, si on regarde pas ça sur l'année, mais dans un rythme d'un quart d'heure, donc le fonctionnement du système et des marchés. Et là, on verra sans doute une activité beaucoup plus importante sur les interconnecteurs. Et ce sera sans doute le cas également pour d'autres pays dans l'avenir. Donc si la somme sur l'année est équilibrée, cela ne sera beaucoup moins le cas pour chaque quart d'heure individuel où on sera plus excédentaire ou moins selon la ressource climatique, parce que bien sûr, même si le nucléaire est peut-être en Allemagne pas la technologie la plus pilotable, il y a quand même certaines possibilités de flexibilité, chose qui est beaucoup moins le cas avec le photovoltaïque et l'éolien pour l'instant. Et à cela s'ajoute aussi ce problème de réseau de transport qui est successivement résolu, qui va permettre également d'optimiser une corrélation entre la consommation et la production en Allemagne même, plutôt que de s'appuyer sur les interconnecteurs. Mmh. Alors justement, en termes de lignes de transport, un participant se demande qui finalement va financer le surcoût induit par la mise sous terre des lignes de transport d'électricité nord-sud. Est-ce qu'on a des éléments de réponse à ce niveau-là? Le consommateur, donc, qui Consommateur. qui est la personne également qui en profite le plus, bien sûr. Donc en Allemagne, tout ce qui est électrique, toute dépense pour l'électricité, ça c'était vraiment une volonté et financé par le consommateur d'électricité. Mmh. Alors une question concernant le PV maintenant. Est-ce que en fait le PV flottant et l'agrivoltaïsme vont faire partie des appels d'offres en Allemagne? Oui, alors ça c'est vu qu'il y a eu cette ouverture des terrains agricoles aux appels d'offres. En Allemagne, on va dire la filière du photovoltaïque était peut-être
moins créatifs dans la recherche de solutions qu'en France, par exemple, où le flottant et l'agrivoltaïsme ont permis d'utiliser des terrains qui n'étaient pas exclus des appels d'offres, qui étaient auparavant pas utilisés. Si on peut parler d'un lac, bien sûr, d'un terrain. Mais donc en Allemagne, oui, ça va venir également. L'Allemagne a une densité de population qui est à peu près le double de celui de la France. Donc la question de l'espace, bien sûr, se pose également. Et donc il y a eu des appels d'offres innovation ces dernières années qui permettaient, donc, par exemple, de participer avec des projets d'agrivoltaïsme ou de flottant. Mais là, maintenant, donc, avec la loi EEG 2021, il y aura donc des appels d'offres avec un volume de 50 mégawatts par an pour ces technologies-là, donc ce qui va permettre également à des filières de naître et de s'établir. D'accord, très bien. Alors, deux questions que je vais essayer de rassembler qui concernent un petit peu plus le domaine du stockage. Donc, d'une part, un participant se demande quel rôle pourrait jouer le développement des véhicules électriques qui offrent des capacités de stockage considérables. Donc, d'un côté, cela, et d'autre part, de manière générale, si on a plus de données ou plus d'éléments qui vont concerner le stockage des énergies renouvelables. Oui. Bon, ça, on va regarder ça un peu sous le spectre de la question de la flexibilité, qui a un coût, bien sûr, et aujourd'hui, il y a différentes technologies qui entrent en compte. Donc, le premier, c'est le réseau, qui est peut-être la solution la plus compétitive. Après, il y a des technologies comme la batterie. Il y a du demand-side management, par exemple, aussi, qui est pour l'instant pas très répandu en Allemagne. Et pour le stockage, on a vu qu'il y a eu une vague d'installation de grandes batteries pour la maintenue de la fréquence il y a 2-3 ans, qui a eu beaucoup de mal à s'amortir sur ces premières années d'opération, simplement parce que les prix pour la flexibilité au marché n'étaient pas suffisants pour rentabiliser ces installations. Donc, ça, c'est le grand problème du stockage, dirais-je, aujourd'hui, que là, c'est un pari sur l'avenir du système électrique. Le système électrique a besoin de flexibilité avec une croissance des énergies renouvelables. Je pense que c'est pas un sorcier de faire cette conclusion. Mais aujourd'hui, les conditions sur le marché ne permettent pas d'établir un business case pour refinancer ça. Donc la question, c'est si les installations seront prêtes, bien sûr, au moment quand on a besoin d'elles. Le gouvernement fédéral, pour répondre à la question sur l'électromobilité, pour l'instant, donc il y avait un projet de loi qui était prêt qui obligeait les propriétaires des véhicules électriques d'utiliser leur voiture en chargement d'une manière systémique. Pour l'instant, le gouvernement ou le ministère de l'économie a décidé de ne pas adopter cette loi. Elle n'a été pas proposée au vote parce qu'il craint que ça pourrait avoir un impact négatif sur la popularité de l'électromobilité et des nouvelles immatriculations. Donc, il veut attendre un peu avant que le marché du véhicule électrique s'est établi avant de commencer avec des obligations, etc., pour leurs utilisateurs. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Décision qui a fait beaucoup de débats d'ailleurs. Oui, c'est vrai, on en a vu pas mal parler dans les médias, effectivement. Donc tu évoquais la question du financement des projets à l'instant, alors plus dans le cadre du stockage, mais de manière générale, à l'avenir, quels sont un petit peu les profils qui se développent ou qui s'annoncent un petit peu en termes de financement de nouvelles centrales, peut-être hors soutien? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus à ce niveau-là? Qu'est-ce qui nous attend? Bon, au niveau des acteurs, je pense que là, il y a maintenant des chaînes de valeur assez solides qui ont pu évoluer dans des conditions assez stables ces dernières 20 ans. Donc avec des fonds d'investissement,
avec des capitaux privés, avec aussi des capitaux qui viennent d'ailleurs, même hors d'Europe. Et un secteur bancaire qui fonctionne bien, qui a identifié les énergies renouvelables comme des investissements fiables, avec un rendement très visible, sans grande surprise. Donc ça fonctionne bien. Après, si ta question vise plutôt comment se refinancer par la suite, le gouvernement allemand a commencé à réfléchir sur une fin du soutien en 2027 pour les énergies renouvelables. Ça, c'est dans l'ordre hypothétique pour l'instant. Et il y a des élections fédérales en septembre en Allemagne qui pourraient avoir aussi un impact sur ce genre de réflexion. Mais donc il y a bien sûr un débat aussi sur l'avenir de l'entrée en jeu des corporate PPA, etc. Pour l'instant, je dirais que le soutien est confortable et prévisible, et que il y a les premiers corporate PPA comme en France qui ont vu le jour, mais là on peut pas parler d'une tendance qui est vraiment en train de devenir dominante par rapport au complément de rémunération. Voilà, on a vu en Espagne que ça se passe pas comme ça, simplement parce qu'en face il y avait un système de soutien qui était moins intéressant. En Allemagne et en France, quand même, les conditions du soutien restent suffisamment intéressantes pour que des concepts comme le corporate PPA ou des contrats gré à gré, pour l'instant, ne progressent pas aussi vite qu'en Espagne, par exemple. Absolument. Et d'ailleurs, c'est une thématique sur laquelle on reviendra lors de nos prochaines conférences en ligne, en l'occurrence celle des 5 et 6 mai, sur les grandes centrales PV et les modèles économiques innovants. Mais on arrive à la fin du temps imparti, donc merci beaucoup Sven pour ces réponses très complètes. Avant de vous quitter, je vous propose de jeter un œil ensemble sur les prochains rendez-vous de l'Office franco-allemand pour la transition énergétique. Donc la conférence dont je vous parlais à l'instant, des 5 et 6 mai sur les grandes centrales PV et modèles économiques innovants, mais aussi le 20 mai, une conférence sur la chaleur renouvelable. Et ensuite, les 2 et 3 juin, une double conférence, donc 2 matinées. À chaque fois, les doubles dates, ce sont 2 matinées sur les réseaux électriques et la transition énergétique. Donc là, on va un petit peu se pencher sur la question de l'intégration des énergies renouvelables, de la tarification et des interconnexions. Et puis pour presque terminer ce premier semestre de 2021, le 10 juin, une conférence en ligne également, donc sur les modèles d'affaires pour les centrales photovoltaïques en fin de soutien public. Donc n'hésitez pas, si vous voulez vous inscrire, à venir voir ces événements sur notre site internet. Et de même, si vous souhaitez vous inscrire sur nos listes de diffusion, c'est sur notre site internet. Lorsque vous arrivez tout en haut à droite, il y a un bouton qui s'appelle « Abonnez-vous » et ça vous permettra donc d'être tenu au courant des nouvelles publications, des nouveaux événements. Voilà, je vous remercie d'avoir été nombreux à nous suivre ce matin. Merci encore à Sven pour sa présentation. Et merci à toi, Céline. Avec plaisir. Et puis, il me reste à vous souhaiter à tous une excellente journée et à très bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous et bonne journée. Au revoir. Au revoir.